Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, ici à 25 dans la peur, mais toujours la même chanson. Si on va sur l'autre site, on voit qu'on est toujours dans l'extrême peur, le Social Index toujours le cas fond sur rap, et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. C'est enfin le week-end, et n'oubliez pas que Zap Crypto vous accompagne même le samedi et le dimanche, et oui, on se retrouve dimanche en live pour les tirages au sort de la semaine. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui ont repris le chemin du travail et de l'école. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Je voulais faire un petit coup de marketing et j'ai pensé offrir des marque-pages à tous les participants. Et donc, je me suis procuré des billets du Venezuela qu'on peut se procurer sur eBay pour pas trop cher. C'est moins cher que des vrais marque-pages, en fait. Et je les ai distribués à tous les participants que j'ai rencontrés l'an passé. J'en ai distribué quelques centaines. Wow. Et cette année, j'en ai apporté 1500 et je compte bien offrir à chaque participant que je croise ici à Surfing Bitcoin. D'ailleurs, tu as ici avec toi une brique. Une brique complète, donc ouais. Ceci représente 1000 billets. 1000 billets. Combien est-ce que ça vaut réellement? La valeur faciale des billets, je peux pas vous dire pour ça parce que 1 million, c'est 30 centimes environ, la valeur faciale. Wow. Donc, ici, j'en ai 2000 en valeur faciale. Donc, on peut penser que ça vaut 0.0002 cents, quelque chose comme ça. Donc, ça vaut absolument rien. On continue de voyager avec maintenant le Japon qui semble vouloir alléger la fiscalité sur les cryptos. En effet, le principal régulateur du Japon annonce une réforme de la fiscalité crypto touchant les entreprises et les particuliers. Et pour vous donner un petit peu de contexte, à l'heure actuelle, le pays du soleil levant impose une taxe de 30% sur les avoirs en crypto, y compris sur les gains non réalisés. Et par conséquent, vous vous en doutez, l'industrie crypto fuit le pays pour pouvoir survivre, et désormais les institutions étatiques commencent à se rendre compte de l'intérêt stratégique que représentent les cryptos, la blockchain et le Web3, et donc pour faire revenir cette industrie dans le pays, le régulateur nommé FSA va faire une proposition qui permettra aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des programmes d'allègements fiscaux qui vont être étudiés par une commission parlementaire d'ici la fin d'année. Et je vous rappelle que le Japon est récemment devenu le premier pays à suspendre son programme de monnaie numérique nationale en raison d'un manque d'intérêt du public. Parlons maintenant de Crypto.com qui, au dernier moment, a décidé de ne pas faire un deal avec la Champions League. Ils étaient en discussion et ça devait être un sponsoring en fait de la Champions League à hauteur de 100 millions de dollars annuels sur plusieurs années. Donc on parle de 500 millions de dollars que la Champions League allait avoir et finalement Crypto.com a décidé de ne pas continuer. Vu le bear market, vu tout ça, ils ont pas non plus envie de prendre trop de risques, sachant qu'ils sont déjà très très investis sur le marché sportif. Ils sont sponsors de la Coupe du Monde, ils sont aussi sponsors de plein d'autres choses. Ils ont renommé un stade aux États-Unis, le Staples Center, elle a été renommée en Crypto.com. Donc ils ont dépensé énormément d'argent sur tout ça et là je pense qu'ils sont en train de se dire on va attendre un petit peu avant de continuer de trop dépenser sur le marché sportif. On va déjà essayer de voir quel est le ROI sur tout ça. Il y a un autre truc qui m'avait moi tiqué, c'était DYDX, la plateforme sur laquelle tu n'avais pas besoin de KYC, qui est en train d'essayer de... Alors, je vais choisir mes mots, qui est en train d'essayer de niquer sa communauté pour $25 en les forçant à mettre leur face, enregistrer leur face, avoir une empreinte faciale sur la plateforme. C'est-à-dire que pas de KYC, mais si on pouvait avoir une empreinte complète de ton visage... Ça va, c'est pas cher donné pour une photo, moi je trouve. Ouais, si c'est qu'une photo. Et Binance, il te propose combien pour ton KYC? $5, hein. Ah, comme quoi, Binance, il se fout vraiment de ta gueule. Hein. Ouais, KYC. ACZ, c'est une pince, hein. C'est peut-être pour ça qu'il est numéro 1 aujourd'hui. Pour faire ton KYC, il te propose 5 BUSD. Là, il t'en propose 25. J'ai envie de dire que pour les gens qui en ont rien à foutre et qui sont déjà dessus et machin, ils vont le faire, tu vois. Le problème, c'est, à un moment donné, c'est toujours pareil. Toi, tu transmets des informations, mais c'est stocké où, c'est filé à qui, c'est revendu, c'est pas revendu. Enfin, on avait déjà ce problème-là sur le Web 2 et tout ce qui était du domaine de la vie privée. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'y dirige les deux pieds en avant. Mais en fait, est-ce que on s'y dirige ou on fait de plus en plus attention justement à nos données personnelles? J'ai l'impression que plus on digue, nous, la tech, plus on est en train de se dire, et de toute façon, plus on avance dans la vie aussi, plus on veut être, pas secret. Ouais, si, plus on veut être secret, plus on veut que notre vie nous appartienne à nous. Je sais que personnellement, c'est le chemin que je suis en train de faire. J'ai envie que mes informations, je puisse les contrôler le maximum. Ce qui fait que savoir aujourd'hui que Facebook me connaît mieux que moi je me connais,
c'est quelque chose qui est très dérangeant. Et je ne veux plus reproduire ce schéma dans le futur. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils demandent une photo, machin? Alors pour eux, d'après eux, ils veulent vraiment pouvoir dire que derrière ce compte-là, il y a une personne, une seule, unique, dont on a la photo, donc ce n'est pas un robot ou ce n'est pas un comité de personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Et celui qui cherche à blanchir de l'argent, il va pas mettre sa gueule devant une webcam. Voilà, c'est ça que je voulais dire par là. C'est-à-dire que tu as les gens comme moi qui n'ont pas du tout envie de donner leurs informations et pourtant je fais rien de particulier. Mais si ça avait été mis en place pour justement pallier les gens qui sont malveillants, ça sera pas le cas parce que les gens malveillants vont continuer à pas envoyer leurs photos. Donc ça a pas de sens en fait. T'imagines Jean-Jean, le mec qui fait des hacks de plus de 400 millions, il prend des millions partout et tout, il fait transiter, il fait blanchir de l'argent, et le mec se fait avoir. Oh mon dieu, il m'offre $25 pour. J'ai mis ma photo. Non mais voilà, je vois pas trop l'utilité de ce truc-là en vrai, à part faire une collection de photos, un trombinoscope de nos gueules, je vois pas trop l'intérêt. Non. Leur justification est peut-être réelle, hein. Ils sont peut-être legit en disant mais je veux juste voir derrière chaque compte s'il y a un être humain, c'est tout. Dans ces cas-là, fais des captcha ou des Qashqai. Ouais, des Qashqai. Et Nissan Qashqai, oui. La DeFi s'est organisée pour émettre ses propres tokens. Alors, ils en parlaient avant, mais quand même, ils voyaient la chose venir. Avec AAV, vous savez qu'il y a un des principaux protocoles de prêt-emprunt. Eux, ils vont émettre leurs tokens, donc les GHO, qui vont être... donc, ça a été validé par la communauté à 100%, quasiment. Et évidemment, alors pour eux, c'est extrêmement facile, hein, parce que ils ont déjà, vous savez comment ça va se passer. Ils seront pas backés par du dollar ou par des euros, mais ils seront backés par d'autres tokens. Concrètement, vous allez mettre un Ether et vous allez pouvoir émettre, disons, la moitié de la valeur des Ethers en stablecoin, en GHO. Et ils ont un mécanisme de... En fait, le collatéral, c'est les Ethers. Et donc, si le prix des Ethers s'effondre, eh bien, il va falloir rajouter du collatéral, des Ethers, pour que les stablecoins soient toujours backés. C'est le collatéral ratio. Donc, comme eux, ils ont déjà tout ça en place, c'est facile. Idem, Curve, aujourd'hui, en fait, qui nous annonce que le CRV USD, qui est le stablecoin potentiel, eh bien, va être disponible le mois prochain. Donc, en gros, on voit que tous ces projets commencent à émettre leurs propres stablecoins qui vont pas être des stablecoins centralisés en vue de se décentraliser. On avait vu que MakerDAO envisageait d'enlever les USD coins du collatéral donc de ces DAI. Donc c'est un vrai problème en fait les stablecoins parce qu'ils sont fondamentaux, ils sont essentiels pour la liquidité dans la finance décentralisée, dans l'écosystème des cryptos, mais c'est aussi des enjeux politiques. Ensuite sur l'Ethereum, c'est intéressant, c'est qu'il y a Vitalik Buterin qui sort son livre qui s'appelle Proof of Stake et qui sort le 27 septembre. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On va aller voir encore plus en détail les dernières infos sur la migration Proof of Stake. Par rapport à cette migration, c'est important, c'est que dans l'histoire d'Ethereum, jamais les mineurs ont miné autant d'Ethereum que ces derniers jours. Et là, ils font vraiment le plein. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est parce que c'est la dernière danse, bientôt ça sera fini le minage Proof of Work sur l'Ethereum, donc ils en minent un maximum, ou est-ce qu'ils se préparent à l'ETHPOW pour justement cumuler un maximum d'Ethereum pour avoir un maximum de THPOW. Ce qui est très important aussi, c'est que la date du 15, Vitalik l'a précisé, ça va vraiment dépendre du taux de hash rate. Et là justement c'est en train d'accélérer parce que le taux de hash rate il explose. Et la dernière nouvelle que j'ai, c'est que potentiellement le merge d'Ethereum aurait lieu le 11 septembre, même encore avant. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière information que j'ai aussi par rapport à Cardano, c'est que leur objectif que j'ai entendu hier, c'est qu'ils souhaiteraient faire leur migration Vasil avant Ethereum. Donc peut-être qu'autour du 11-12, il va se passer énormément de choses, parce que en plus, il y a Lunce qui, normalement, si c'est accepté, va commencer à déployer sa mise à jour aussi autour du 12. Donc finalement, on se rend compte qu'autour du 11-12, il va se passer potentiellement énormément de choses entre Ethereum, Cardano et même Lunce qui va peut-être déclencher son mécanisme de burn et tout ça à partir du 12 septembre. Et pourquoi on aurait besoin de ce truc ? Voilà. Non, mais je pense que en fait, on n'a pas forcément besoin. C'est quelque chose. Moi, je suis pas un débatteur idéologique sur ce sujet parce que maintenant, c'est assez marrant. Le Bitcoin, c'est comme la politique, c'est-à-dire que dans les dîners de famille ou entre amis, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Et donc, j'adopterai une ligne très pragmatique. C'est en fait un fait maintenant.
Il y a plus de 100 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent. On voit tous les jours des institutions financières ou non, des sociétés qui l'utilisent. Et donc, on a beau être opposé, d'un côté comme les banques centrales, ou le système bancaire encore dans son ensemble, ou très pour, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est plutôt par la pratique que petit à petit, le Bitcoin va trouver une utilité sociale. Parce que sinon, on vous dit, si on vous dit à quoi ça sert, et qu'en plus vous utilisez de l'énergie et qu'on ne sait pas qu'on peut faire du green mining et tout, on a tout un discours qui peut être contre. Quelque chose qui est très mauvais pour la planète, qui sert à rien, etc. Donc, en fait, il faut être très pragmatique et il faut essayer de s'adapter aux situations. Alors, pour la France, honnêtement, qu'il y ait le Bitcoin ou qu'il n'y ait pas, bon, c'est pas grave, mais il y en a de plus en plus qui vont l'utiliser, et donc de plus en plus, il faudra permettre qu'on l'utilise. Après, il y a des pays comme le Salvador ou le Centrafrique, mais le Centrafrique c'est encore plus compliqué, qui voudraient utiliser le Bitcoin pour développer leur économie. Là aussi, est-ce qu'il faut en faire une monnaie d'État ou pas? C'est pas forcément lié aussi. C'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, il y a de la vérité partout. Et moi je pense par contre que c'est utile, notamment pour ces pays en développement, dans les pays où les gens ne sont pas bancarisés, ça peut être très très utile. Dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'énergie, bien sûr, là c'est plus compliqué, comme le Centrafrique où on est allé, je crois qu'ils ont 40 mégawatts pour tout le pays. Ce qui est tout petit. Hein, ouais, voilà, c'est une maison, enfin voilà. Voilà, et même très peu de liaisons. Mais par contre, ce qu'on expliquait, enfin c'est pas moi qui l'expliquais, parce que moi, j'apprends moi, mais c'est Sébastien Gouspillou qui l'expliquait, c'est que maintenant, dans certains profils bien géographiques, pas géopolitiques, on peut mettre des barrages, des petits barrages qui sont qui sont beaucoup moins importants en finance que la ferme de minage à côté. Donc à la limite, le barrage est une annexe de la ferme de minage. Ça, c'est très intéressant. Puis, je pense qu'il y a aussi des faux gagnants. Oui, c'est un petit peu comme les comptes de paris sportifs sur Snapchat qui te disent « J'avais exactement les 12 scores du match d'hier. » Oui, mais après le match, c'est toujours facile de le commenter. C'est exactement pareil. Il y a des gens qui prennent les risques de dire leur position en amont. Le problème, c'est qu'un vrai bon trader, ça va être quelqu'un qui va sur des milliers de transactions avoir un peu plus de transactions gagnantes que perdantes. C'est pas quelqu'un qui va gagner tous ses trades. C'est ce qu'on pense dans la crypto-monnaie. On se dit, lui, il nous a fait 3 calls, 3 propositions, 3 positions à prendre. Il en a perdu 2, il est pas bon. Si c'était aussi simple. Et est-ce que vous savez s'il y a des études qui permettent de mesurer le ratio de réussite des traders? 99% de pertes, c'est en moyenne, c'est ça. Si tu prends la vision traditionnelle plus que la crypto, après 2-3 ans, c'est un 95% plus. En fait, c'est pas compliqué, tu peux commencer à trader en 1 minute sans diplôme, donc tout le monde perd. Tu es médecin, tu dois bosser 10 ans pour y arriver. Et les gens dans le milieu de la crypto, surtout en crypto, ils pensent que ça va être tout de suite très simple. Ils vont peut-être gagner un petit peu comme tu le dis, ils vont te mettre sur les réseaux, mais tu mets un bull market et après un bear market, leur stratégie ne marche plus parce qu'il faut adapter par rapport au marché. Ils ne savent pas le faire, ils n'ont pas de discipline. Au début, ils gagnent, ils ont des petits montants, ils augmentent leur montant, ils augmentent leur levier. À un moment, ils ont juste un énorme fail qui va détruire tout leur portefeuille. Et tu dis 99% perdent, mais c'est le 1% que tu vois systématiquement sur les réseaux. Aussi parce que les réseaux aiment bien montrer la réussite, et finalement, on ne voit jamais personne gagner, mais c'est toujours celui-ci qui ressort avec le plus de likes et de share. Il y a des news qui sont passées, qui sont pas très top pour le coup. Michael Burry, gestionnaire de fonds, donc le fameux Michael Burry, vous savez, The Big Short, donc mince, je me rappelle plus de son prénom d'acteur. Christopher Blay, c'est ça, Christopher Blay ou Christophe Blay, je sais plus, c'est Blay quoi. Donc là c'est l'acteur, mais Michael Burry c'est lui, hein. D'accord, vous le connaissez bien, on en parle souvent, donc il a un petit peu d'investissement, environ, je crois que c'est moins de 300 ou moins de 500 millions de dollars, me semble-t-il. Donc il a liquidé l'intégralité, 200 millions potentiellement, il a liquidé l'intégralité de son portefeuille d'actions, toutes les actions confondues, il les a liquidées puisque il est convaincu, avec une certitude plus qu'absolue, qu'on est à l'aube d'une crise sans précédent bien pire qu'en 2008. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on observe, c'est qu'il le joue. Et en réalité, il le joue plutôt à fond. En plus qu'il liquide ses actions,
au-delà de se couvrir ou de se hedger et shorter énormément d'actions comme Tesla, etc., même si il me semble qu'il avait abandonné son opération d'option par rapport à Tesla, il joue le jeu à fond. Et il ne garde qu'une seule chose, c'est au niveau de GEO Group. GEO Group, c'est le numéro 1 mondial au niveau des prisons privées et des hôpitaux psychiatriques privés partout dans le monde. Ok ? Donc il conserve ces actions-là. Toutes les autres, il les a liquidées. Donc d'ailleurs, ça fait un petit rebond, me semble-t-il, de 10 ou 7 ou 10% par rapport à son action, ce qui permet de lui rentrer encore in the money, ce qui est plutôt intéressant. Toutes ces actions, il les a liquidées. Alphabet, Apple, Booking, Bristol, Guinea, Discovery. Discovery, j'ai bien l'impression, j'y réfléchissais, vous savez, il y a quelques jours pour mettre une option ou en tout cas un investissement dans Discovery. Bon, bah j'ai plutôt envie de dire qu'il est en train de vendre les bottoms de marché, mais je peux potentiellement me tromper, puisqu'il attend probablement, ou en tout cas dans sa spectative, une chute à peu près des marchés financiers, notamment des marchés indices de près de 50%. Ce qui n'est pas fameux l'histoire, ça veut dire qu'on se retrouve aux alentours des 2000 points. Les constructeurs allemands plus que les Français naturellement, parce qu'eux ils ont un problème, c'est le gaz. Le gaz russe qui n'arrive plus suite à une nouvelle maintenance de Nord Stream 1, et dont on ne sait pas si elle se soldera par une remise en service. Alors, en revanche, on va recevoir du gaz d'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que ce pays-là en produit assez peu. Du pétrole, oui, certes, Bakou est une des plaques tournantes pétrolières. En revanche, pour le gaz, l'essentiel vient par un gazoduc russe. Oui, le gaz azéri vient de Russie. Et puis là où vous allez vous demander si c'est pas un véritable gag, les quantités que l'Azerbaïdjan s'apprête à livrer, en fait, ces quantités ne seront disponibles qu'une fois modernisé, augmenté l'outil de production, c'est-à-dire dans 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on est allé nous dire qu'on allait recevoir du gaz d'Azerbaïdjan, vu que ça va pas vraiment être le cas, et que si on en reçoit, ce gaz viendra en fait de Russie. Tiens, au fait, le GNL arrivé par bateau, il vient de Chine, mais oups, ce gaz liquéfié en Chine, à l'origine, il vient de Russie. Mais oui, et vous avez compris qu'on touche au sublime, puisque maintenant, effectivement, on importe du gaz russe par pays interposé, auquel on laisse une marge de 30%. Même chose pour l'Inde, qui nous livre du diesel, avec une capacité, ou plutôt une production quasiment doublée depuis le début de l'année. L'Inde raffine tellement de diesel que ça en augmente son PIB. Oui, l'Inde est partie sur une pente de 10% de croissance cette année. En revanche, en Europe, évidemment, de la croissance, il n'y en aura probablement pas. Rien du côté de la Banque Centrale Suisse, de la BNS pour l'instant. On ne sait jamais, hein, ils ont l'habitude de nous prendre généralement par derrière, en nous surprenant un petit peu au dernier moment. C'est leur grande qualité. Et donc pour l'instant, rien de ce côté-là. Néanmoins, on a eu les chiffres de l'inflation en Suisse. Et comme je vous le disais avant, on est champion du monde quelque part, puisqu'on n'a que 3,5% d'inflation en Suisse. Tout va bien. Ça rigole, c'est fantastique, c'est un tout petit prix à payer par rapport à ce que paye le reste du monde. Alors, c'est vrai que les préoccupations sont quand même un tout petit peu les mêmes, puisqu'on nous vend quand même une crise énergétique à venir cet hiver en Suisse, des coupures d'électricité à venir, des économies d'électricité à faire, donc c'est pas complètement gagné. Et c'est vrai que quand on voit le niveau des factures d'électricité qui commencent à arriver, si vous avez un compte sur les réseaux sociaux, inévitablement vous devriez entendre parler que de ça, principalement sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde est devenu expert aujourd'hui en inflation et surtout en énergie et en coût de l'énergie. Donc aujourd'hui, on va devoir composer avec ça, puisque c'est un gros problème. Et c'est vrai que quand on voit certaines factures qui arrivent, et qu'on fait ça, et qu'on ramène ça finalement à un salaire mensuel, on peut se demander si vraiment l'inflation réelle ressentie par le consommateur est aussi faible que 3,5%, mais c'est en tout cas ce qu'on nous vend aujourd'hui dans les chiffres. L'inflation est parfaitement maîtrisée en Suisse.
malgré le fait que vous avez votre facture d'électricité qui explose, votre facture de gaz qui explose, votre facture d'essence qui explose, et quand on voit les variations, c'est pas vraiment du 3,5%, c'est plutôt du 60, 50, 60% de hausse. Bref, donc tout ça fait que on peut quand même se poser 2-3 questions à moyen terme. Tant que les taux d'intérêt montent, tant que la Banque centrale américaine va continuer à monter ses taux directeurs, ça va être compliqué de se faire un petit bull run en crypto et sur le marché boursier, tout simplement. Hein. Et c'est plutôt le dollar qui va s'amuser et puis voilà, il va s'amuser tout seul. Bon. Au niveau du VIX, l'indice de la volatilité de peur baqué sur l'SP500, qui est le Bitcoin de la bourse, je te rappelle. Donc lui, il fait du vert, hein, donc l'SP500, il s'enfonce directement, sans passer ici par la case prison. Alors peut-être il peut faire un peu du vert comme ça pour s'enfoncer encore après, tu vois. Ça pue, le Bitcoin lui continue à s'enfoncer, lui on sait pas jusqu'où il va. Et le dollar bien sûr, lui il est content, voilà, le dollar ici, une belle bougie verte, donc il stagnait depuis quelque temps. Me dire Rototo, pardon. Et qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'on disait sur le dollar hier? Il est monté, il fait un petit flag depuis quelques jours, il y a beaucoup plus de probabilité de continuer la montée, tout simplement. Et donc là, c'est ce qui fait le seul espoir qu'on voit sur le dollar, ça serait que d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'en sais rien, il tape cette trendline-là et après il retombe. On espère qu'il se cogne là et après voilà, ça voudrait dire peut-être un Bitcoin qui va chercher simplement les 19 000, 18, pas beaucoup, tu vois. Et après, le Bitcoin qui repart, le dollar qui tombe, ça c'est l'espoir qu'on a. On verra bien. Si tu veux, notre espoir sera volatilisé si le dollar il explose cette trendline là avec un truc comme ça. Et là on dira le dollar il a explosé à la hausse, il a explosé cette espèce de triangle qui s'écarte et le dollar il va enclencher un bull run encore plus puissant. Et là c'est direction minimum les 15 000 pour le Bitcoin et les marchés boursiers. Il va aussi être dans le sang. Voilà. Qu'on est toujours dans cette grosse dynamique, donc on le voit très bien. On peut pas dire que le Bitcoin y est baissé, là c'est interdit, hein. D'accord, on ne fait que monter depuis plusieurs années. Mais, hop, pour le moment, moyen terme, on est baissier. Moyen terme, court terme, long terme haussier, vous avez capté. Donc là, niveau Ichimoku, c'est très simple, on commence à voir des signes vraiment très très faibles. À partir de quel moment? À partir du moment où on a commencé à attaquer ici la Tenkan, ensuite ici on a attaqué la Kijun, et là on commence à se rapprocher du Kumo, donc du nuage que vous voyez juste ici. Pareil, ici il faut faire attention, on a la Shikuspan qui commence à se rapprocher des prix, et il faut vraiment faire attention. Là, la meilleure chose à faire, c'est venir rebondir sur le nuage, donc rebondir pareil ici sur les prix, repasser au-dessous, donc faire un nouvel ATH. Parce que si on commence à voir ici les prix qui cassent le nuage, les prix ici la Chikou qui casse les prix et le nuage, là ça sera vraiment pas beau parce que ça sera minimum un bear market de 2 ans comme c'est prévu. Mais bon, c'est vrai qu'on préférait voir, comme je l'expliquais hier, un bottom maintenant, un rebond, et qu'on remonte petit à petit, et qu'en 2024, donc là en plus je l'ai assez bien tracé, bon pas de la manière que je l'ai tracé, hein, je veux dire l'endroit, hein, et du coup voilà, avoir un nouvel ATH ici, ça serait la belle chose à voir, parce que sinon ça sera pas très joli. Pareil sur Volkumo qui commence à croiser, donc le nuage vert va passer en rouge, donc bref, on va dire dans une période qui est quand même assez compliquée. On passe maintenant sur le journalier, on va voir un petit peu ce qui s'est passé donc hier. Donc le journalier, depuis le début de cette semaine, on se trouve donc posé dans cette reload zone, donc dans cette zone de rechargement qui est vraiment pas mal pour investir, hein. Je vous le dis, sur l'hebdomadaire, si on doit faire 2 creux et un creux du coup ici supérieur au précédent, et bien c'est ici où on a le plus de chances de le réaliser. Donc là on consolide ici, c'est très intéressant à voir maintenant où va sortir cette consolidation, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est maintenant sur le journalier sur une dynamique de creux et sommet descendant, donc on peut très bien poursuivre à la baisse, mais tant qu'on ne vient pas break ici le petit support qu'on est en train de faire à 19 500 $, et bien on a des chances de consolider pour retourner la tendance. iBlock qui lui m'indique qu'on on est très proche de gros pics de liquidation, qu'on est juste en train de consolider au-dessus en fait, et ça jusqu'au 17 400 à peu près, sinon jusqu'au 18 400, donc ce serait en fait le fait de venir nettoyer ces creux. Quand on regarde la dynamique du prix, donc ça je peux supprimer, quand on regarde la dynamique du prix en daily via les corps de chandelle, on se dit quand même que ce serait bizarre de pas venir chasser les creux ici, parce qu'en fait tous les sommets ont été pris mais pas les creux. Et ce serait chelou de laisser ces 3 creux intacts avec plein de stops alors qu'on y est très proche, à moins que ce soit une zone très défendue par la smart money qui sont en train de défendre ici et de poser un bottom en fait. Mais dans une accumulation type Wyckoff, ça ferait sens en fait de faire tac. Et là pourquoi pas en fait de juste capturer la liquidité et de poser le bottom ici sous ces creux. Ça ce serait peut-être intéressant, sachant les liquidations qu'on y a. Ça permettrait aussi de décharger le train d'acheteur pour le rendre le plus léger possible, hein, pour un futur mouvement haussier.
l'order flow. Order flow qui, somme toute, est très intéressant pour plusieurs raisons. Première, c'est qu'on se retrouve vraiment sur quelque chose qui est assez symptomatique, où on voit qu'on a une petite chute. Qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation des leviers, augmentation ici du nombre de shorts, donc diminution du nombre de longues parce que c'est proportionnel. Forcément, si on augmente les shorts, le ratio long-short diminue, donc on a une augmentation tout de suite des shorts qui est effective, et on voit que c'est tout de suite poussé par du leverage. Donc on est vraiment dans un marché qui est shorté à levier et à découvert. C'est pour ça que je vous dis que notamment les clusters liquidation en short risquent d'arriver très très vite. Si jamais on a un besoin de liquidité du marché, on va aller les taper très vite très fort, surtout que l'order book et le DOM sont totalement vides au niveau des ventes. Donc on a quand même quelque chose qui est assez classique. Mais ce qui est intéressant de noter, et ça je vous présenterai encore une fois demain, c'est que quand on voit une pattern de ce style-là, avec une compression au niveau des top traders d'achat, c'est que on est dans une zone très très particulière qu'on discutera demain. Donc c'est une des indications dans lesquelles ça me confirme que si on descend, on ne descendra pas non plus très très longtemps ou très très loin. C'est un petit peu la schématique que j'ai au niveau de l'order flow qui est en train de se faire. Est-ce que Ethereum au mensuel is going crazy right now? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, contrairement au Bitcoin, on a clôturé sur la clôture de la TH 2017 et non pas sur la tige. Donc même si on a fait du 130% depuis le bottom jusqu'au rejet, niveau structure, c'est plus bearish sur l'Ethereum contre le Bitcoin en tout cas. Là, je parle de la structure, je parle pas du pourcentage. Si on fait Ethereum contre le Bitcoin, Ethereum est plus bullish. Ethereum aujourd'hui, pour l'instant, se fait rejeter par la TH 2017. En breakout, ce triangle ici à la hausse. Attention, pas clôturer, d'accord? On peut très bien finir sur une bougie rouge et clôturer dans le triangle. Toujours attendre la clôture avant de prendre ses décisions. Comme d'hab, je ne traite pas ça. C'est juste pour les traders triangle. Pour l'instant, le RSI est plutôt mitigé puisqu'on reteste cette grosse résistance ici, ligne rouge. Là, on a pété à la hausse, mais sur le RSI, c'est pas encore pété. Donc attention, ne jamais sous-estimer le RSI, d'accord? Ensuite, on a l'ancien CEO, l'ancien PDG de Riot Games, donc la société qui est derrière, entre guillemets, qui est derrière, entre autres League of Legends. Du coup, donc l'ancien PDG donc de Riot Games de la branche Asie, qui est en train de construire un MOBA sur le Web3 avec le studio du coup Ambrus Studio, en partenariat bien sûr avec Immutable X, donc avec le layer 2 de ETH. Donc ça promet du lourd en général, c'est plutôt du bon. Le jeu s'appellera E4C et donc c'est pour moi un très gros projet à suivre. Vraiment, il faut checker ça. Je vous dis pas d'investir dedans, mais allez surveiller ce projet, les gars, ça vaut le coup. Donc là, du coup, lien en description également. Parlons maintenant de Non-Fungible Token avec la place de marché NFT X2 Y2 qui met en colère les créateurs de NFT. Et ils ont de quoi être mécontents, mais tout d'abord, je vous rappelle que quand vous achetez un NFT, vous payez le propriétaire du dit NFT à l'instant T, et vous payez également des royalties au créateur de l'œuvre, et à chaque revente, le créateur touche des royalties. Bref, il s'agit d'un excellent moyen pour un artiste de générer un revenu supplémentaire pour vivre de leur art, mais la plateforme X2Y2 a pris la décision de rendre facultatif le paiement de ces royalties, rendant ainsi les NFT moins chers dans le but d'attirer plus de clients aux dépens des artistes, et il justifie cette décision en déclarant que cela poussera les projets NFT à devenir véritablement économiquement viables plutôt que de s'appuyer sur les particuliers. Mais comment la plateforme fait-elle pour éviter les royalties, me direz-vous ? Eh bien, dans une transaction normale, les royalties sont payées automatiquement lorsqu'il y a un achat direct du NFT sur la blockchain en une transaction, mais il est tout à fait possible de trouver un accord avec le vendeur et d'envoyer tout d'abord la somme voulue dans une transaction indépendante, et par la suite envoyer le NFT à l'adresse du destinataire, et donc dans la blockchain, il n'y a pas eu de vente et donc pas de royalties. Et suite à ces déclarations, le débat a fait rage dans la communauté NFT, et finalement la plateforme a légèrement rétropédalé, en disant que seules les collections uniques ne pourront pas être exemptées de royalties, et ils ont également mis en place un système de vote qui permet à l'ensemble des détenteurs d'une collection NFT de choisir si oui ou non la plateforme mettra en place les royalties, mais jusque-là ça n'a pas été très convaincant, car par exemple sur la collection Mutant Ape Yacht Club, il n'y aurait que 2 sur 14 propriétaires qui auraient voté pour le paiement des royalties. Bref, si cette pratique devait se généraliser, ce serait un manque à gagner important pour les artistes indépendants ainsi que les grandes entreprises du type Yuga Labs, ce qui pourrait finalement pousser les grandes collections NFT à blacklister certaines places de marché pour pouvoir continuer à percevoir leurs royalties, ce qui mettrait fin à la concurrence et le marché libre qui a fait évoluer l'écosystème.
ensuite un board ape qui a été vendu, et écoutez-moi bien, un board ape qui a été vendu 769,9 ETH. Très très bizarre, manipulation, focus sur la collection, erreur, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la blockchain ne ment pas, donc il a bien été vendu, il y a bien un échange. Après, peut-être que c'est le même propriétaire qui s'est fait un échange pour faire le buzz. Ce qui est bizarre, c'est que en fait, ce NFT a été vendu du coup à cette personne-là il y a 2 jours pour 76,99, et là après du coup revendu avec une virgule qui a changé en fait. Mais c'est le même chiffre. Du coup, très bizarre, très louche. On n'a pas encore l'info, donc c'est à surveiller. Mais en tout cas, ça représente une somme colossale. Il n'y a pas de raison pour laquelle ce board ape devrait se vendre plus cher que les autres. Donc c'est soit une erreur, soit de la manipulation. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Parlons maintenant du mystère. Je vous ai parlé d'hier du mystère de la baleine qui avait la majorité des SLP en circulation. Et ben c'est bon, on sait qui c'est. Je vous avais dit c'était a priori pas Binance en tant que tel, Binance, on va dire les dépôts Binance sur la plateforme d'achat ou de vente de SLP. Et en fait c'est bien lié à Binance. Ça serait le pont, le bridge en fait entre Binance et la Ronin, la blockchain Ronin d'Axie Infinity. Donc il y a un smart contract qui est déployé. Ça serait ce smart contract qui posséderait en fait tous ces SLP, donc la moitié des SLP en circulation. Donc tant mieux, ça rassure, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne qui possède tout ça, c'est réparti entre les divers utilisateurs de ce pont entre Binance et la blockchain Ronin. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle pour le SLP, ça aurait vraiment été triste qu'une seule personne contrôle tous ces SLP en circulation. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.